Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Fédération protestante d'Haïti, FPH, annonce son retrait de l'accord de Montana. Dans une lettre adressée au bureau de suivi de l'accord, le lundi 8 août, le FPH dit prendre cette décision dans le but de jouer un rôle de médiateur dans la crise politique que connaît le pays actuellement. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Sainville, et le magistrat Hickenson Edumé, président du réseau national des magistrats haïtiens, continue d'exiger la relocalisation du palais de justice de Port-au-Prince. Selon eux, le système judiciaire est dysfonctionnel. Le directeur général du ministère de la Santé, Lauré Adrien, invite les médecins grévistes à reprendre le travail. Il annonce que le ministère va payer dans les prochains jours les 12 mois d'arriérés de salaire que réclament les travailleurs de la santé. Il n'y a qu'un seul juge d'instruction au palais de justice de Port-au-Prince qui a son bureau fonctionnel. Il s'agit du juge Walter Wesser-Voltaire, ce qui est un scandale selon le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens, maître Martin Aîné. C'est un problème qui s'impose, faute d'espace approprié, permettant au juge d'instruction de fonctionner en toute sécurité, selon le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince. Des efforts sont en cours pour pallier cette situation. Maître Bernard Sainville et maître Hickenson Edumé, président du réseau national des magistrats haïtiens, continuent d'exiger la relocalisation du palais de justice de Port-au-Prince. C'est un système judiciaire qui s'ouvre pour l'effondrer, surtout pour la juridiction de Port-au-Prince, avec la juridiction des Croix-des-Bouquets qui prend en otage par des individus armés. Nous, croyons que c'est une décision pour prendre un peu au niveau de l'État, parce que l'appareil judiciaire, là, dans le niveau Port-au-Prince dysfonctionnel, c'est sous complicité autorité ou bien sous négligence autorité. Parce que l'Association nationale des greffiers haïtiens a déjà fait des recommandations avec autorité, l'intérieur que bagaille, il y a dégringolé, bandit, a tiré tout un magistrat pourri, greffier, prend balle, plusieurs victimes dans le palais de justice de Port-au-Prince ainsi que Croix-des-Bouquets. Tribunal de Pétionville, nous conjoint un cadavre devant le huissier, été tué devant là. Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, c'est idem. Et nous avons tous souhaité que l'autorité prenne des dispositifs en place de manière à ce que pour capable parler avec la situation. C'est bien malheureux, il n'a pas fait rien et je dis arriver là. Et si toutefois que l'autorité n'a pas fait rien, après c'est toutes 18 juridictions qui gagnent pour trouver dans de grandes difficultés parce que à chaque fois bandit, il rentre dans le palais de justice, il rentre dans le parquet, il fait salver les courriers des magistrats. Et bien comme nous, nos pays qui gangrénés avec bandits, on peut le marcher dans toute juridiction de notre pays et le ça, on peut rentrer dans l'anarchie. Depuis début mois d'avril l'année ça, CSPJ a adressé une correspondance côté le témoin de moi comme doyen administrateur du tribunal pour me prendre toute disposition pour me délocaliser des canaux tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ça que me fait depuis première semaine d'avril. Moi pas jamais mettre pied en bas mais là il y a un problème dans des cas de cambriolage comme administrateur comme mon personnel qui était toujours en bas me font descendre mais depuis avril CSPJ demandé pour me aller dans le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince pour être capable de liquider quelques affaires urgentes. Les affaires urgentes, c'est surtout des audiences de référé avec audience d'habeas corpus pour nous faire pour des dossiers qui en souffrent, des cas où il y a une arrestation arbitraire avec détention illégale. C'est surtout le problème espace. Le tribunal de paix de la section sud n'a pas offert toute possibilité de développer, c'est de gagner quelques petits espaces. Un petit espace exigu, on zone dans des balles à tirer. Bon, ça devient obligé de SPJ pour faire contact et n'apprécier ça tout exécutif là est obligé d'entrer dans la lutte là pour te faire nous jouer nos espace dans niveau là lui côté gain tribunal spécial du travail côté nous obligé collaborer avec personnel là OPC tout obligé rentrer dans collaboration mettre des espaces à la disposition ni tribunal là ni parquet pour nous si n'a pas un minimum de service parce que dossier yo pas campé
la police pas suspendre arrêter moun, les arrêter moun yo faut déférer à la justice. Effectivement, nous gagnons une situation d'insécurité partout dans le pays qui permet que le palais de justice de Port-au-Prince qui a été pris d'assaut par certains groupes et quoi des bouquets aussi, mais la justice est fonctionnelle. Il est vrai nous gagnons un CSPJ qui manquait de 3 membres, mais c'est toute les structures étatiques pays qui en difficulté aujourd'hui. Mais la justice a fonctionné normalement, mis à part de cas que moi relevé et que me profiter, demander pour que les autorités politiques prennent des décisions pour capables relocaliser par la justice de Port-au-Prince et quoi des bouquets, puisque c'est deux bâtiments qui sont très importants pour nous. Le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé, assure que les 11 mois d'arriérés de salaire dus aux médecins seront payés dans les 2 prochains jours. Il demande aux grévistes de reprendre le travail. Suivez ses explications. C'est un phénomène, Nabdi, qui est malheureux. Et m'a profité pour me dire tout que c'est récurrent ou suivre l'actualité, pas gagné pratiquement une année qui passait, sont passés face à même problème. Le problème, c'est quoi? C'est un problème, c'est le montage administratif même pour payer les frais des résidents, des internes et des médecins en service social, qui est un petit peu compliqué. L'aime dit un petit peu compliqué parce que, imaginons le plus souvent, la rentrée en résidence pas coïncider avec l'année fiscale. Ça veut dire que c'est au courant de l'année que le ministère l'a supposé, en tout cas, doit faire des démarches avec signature des lettres d'engagement pour chaque résident nouvellement admis et résident qui était là déjà autour. Pour le ministre, c'est même pas n'importe qui au niveau du ministère, c'est le ministre qui signe une lettre d'engagement avec chaque professionnel pour voir au niveau du ministère des Finances pour dire que sur telle période, le ministère a telle personne qui jouait un rôle, en fait, dans la rubrique que au pays, elle est entrée dans la catégorie de stagiaire. Donc, ce ne sont pas des employés de la fonction publique, c'est des gens qui ont un frais et chaque année, il faut faire même des démarches pour faire un capable de sortir. Bon, ça arrive que il y a des problèmes dans l'histoire, soit on n'y fait un petit problème, on non fait un petit problème. Et nous conscients que pour traiter dossier au niveau de services concernés dans le ministère des Finances, c'est très lourd. Parce que les ministères de santé publique, pour Côte-Col, vous voyez, en dit par exemple, vous gagnez 500-600 internes, je prends des chiffres comme ça, vous gagnez 500-600 médecins en service social, vous gagnez une centaine de résidents nouvellement admis et des résidents qui étaient là déjà. Donc ça fait beaucoup en termes de traitement administratif. Mais là, ce n'est pas le problème. C'est que le fait que, en pile fois, médecins ça ont rentré alors que nous déjà commencé l'année fiscale là. Donc c'est un ajustement qui prend le fait pour rentrer sous année qui fiscalement déjà commencé. Le dossier est traité. Normalement, pas à supposer qu'il y a une grève ou bien un arrêt de travail pour ça parce que vous connaissez pertinemment ça apprend un petit temps mais là a touché l'intégralité de ça que vous doit. Le problème c'est que comme en pile fois la patience arrivée à l'extrême, donc ils ont décidé que ils n'ont pas temps encore, ils ont rentré dans le mouvement ça. Les démarches administratives ont été longues, mais les démarches ont abouti. Je dis à côté de ma parole avec moi là, depuis hier, les nouvelles qu'on avait, c'était que les chèques étaient en impression. Ils ont imprimé, puis ils ont débaillé. Donc, si ils ont accepté le message que que chèque à l'impression, ben nous 24-48 heures, retard de mouvement, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans la grève, mais il y a une suspicion, il dit qu'il n'y a pas fait confiance, il n'y a pas quoi, et que tout autant il n'y a pas chèque, il n'y a pas prendre travail, etc. C'est bien malheureux, c'est dommage, mais c'est notre réalité. Le problème est pratiquement résolu. Les chèques devraient être prêts au plus tard aujourd'hui ou demain, au maximum demain. La Fédération protestante d'Haïti, FPH, annonce son retrait de l'accord du Montana. Dans une lettre adressée au bureau de suivi de l'accord le lundi 8 août, la FPH dit prendre cette décision dans le but de jouer un rôle de médiateur dans la crise politique que traverse le pays. Le professeur Amaury Joseph Noël lance un nouvel appel au dialogue.
Selon lui, les différents protagonistes de la crise doivent s'asseoir autour d'une table afin de trouver une entente qui pourra déboucher sur un projet de société commun. La multiplicité des concepts qui ça veut dire, il veut dire tout le monde a cherché comment nous faire la paix dans le pays. Mais on seul bagaille. Comme pour la division haïtienne, comme pour l'égoïsme chez nous, nous cherchons par des moyens différents, c'est normal, mais nous pas unis, nous pas ensemble. C'est comme si mes compatriotes, mes frères haïtiens, les combat y a fait pour le pays, ils auraient été plus là-dedans que le pays. Je dis à Mindi, on nous met tête ensemble pour nous sauver le pays, parce que nous sommes dans l'abîme. Nous n'en trouvons pas, c'est nous pour sortir, pas de personne qui a fait des choses. Donc, on a appellation que et conférence nationale, dialogue, assemblée du peuple, etc. Mon livre décrit en 2006, randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine, toute appellation, ça, toute nomenclature, toute là-dedans. Mais ce n'est pas l'appellation qui peut intéresser nous, c'est la définition. Parce que, bon, théorie sociologique qui dit que les changements apparents se font au niveau de mots et les changements au niveau de signification. Si ça l'a prêché là, type de dialogue l'a prêché là, c'est ça, tout le monde le fait, l'a fait. Bon, on connaît bien, il y a des gens qui parlent de dialogue, c'est dribbler politiquement pour arriver au pouvoir personnel et individuel pour y aller jouer. C'est pas ça que nous cherchons. Si nous voulons faire bagaille pour le pays, la première chose, nous devons prendre conscience de notre situation, de nos embarras, le sort qui est fait à notre pays, son sort construit. Il construit depuis là nous prenons l'indépendance. Mais nous-mêmes, ça nous voulons que cette fois-ci, dans la situation pays arrivé, nous avons deux choix. C'est ou bien nous chita ensemble, nous faisons la paix entre nous, nous faisons dialogue, bâtisseurs qui pour faire nous ranger pays. Établir priorité pour le pays, garder qui richesse nous gagnons pour nous faire l'argent, pour nous faire devises rentrer dans le pays, ou bien nous continuer à boumer sous zoa. Et là, ça m'aide d'elle. Moi, si nous toute la famille, comme moi, sopé là, comment ma boum à vous, mais si vous avez pain. Le problème, c'est chercher moi dans le pain. Donc, nous pensons qu'il y a un monde qui vient. C'est nous qui pourrions régler l'affaire. Mais pour nous régler l'affaire, non, nous ne pouvons pas aller dans le vacarme. C'est ça, oui, c'est ça nous avons proposé, oui. Que nous chita vraiment, que ce n'est pas instinct de conservation de poste, que ce n'est pas triomphalisme comme si vous voulez vos pouvoirs. L'incapacité et le manque de volonté des dirigeants sont deux des éléments qui justifient la mauvaise passe du pays. L'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le docteur Henri-Robert Sterlin, déplore que les conditions de vie des Haïtiens soient aussi détériorées. Le docteur Sterlin prône un changement de mode de gouvernance du pays et un retour au nationalisme. Il a fait ces déclarations en marge d'une conférence débat tenue ce mardi autour des thématiques gouvernance locale et gouvernance de la famille. Suivez un extrait de son intervention. Il y a gravement malade. Et pour guérir un malade, il faut chercher un remède adéquat. Or, il semble que de plus en plus, le drame qui est visible, c'est que nous ne pouvons pas jouer un remède pour guérison. Nous parlons en source. Ou il y a des maladies, en province, ou il y a des comme habitants, c'est pour boire de l'eau source. Quelle est la source qui peut nous sauver? C'est le désalinisme. Qui source qui crée le pays? Jean-Jacques Dessalines, le grand, le 1er janvier 1804, il a dit, si nous faisons blanc retourner dans le pays, ce sera une fois de plus pour nous diviser. Le pays est profondément divisé. Au moment où nous parlons, l'État n'existe plus. Malgré les années passées dans les universités parmi les plus célèbres d'Haïti,
universitaires nous, intellectuels nous, pas qu'à joindre une solution qui impose pour que nous retournions à ça qui fonde ma nation. L'union fait la force. Ti Dessalines, ti Pétion, ti Lamoureux, ti Ayou, pendant qu'à faire ce bagage qui fait que nous tous là, nous avons tout vendu. Nous sommes dominés, dirigés par des gouvernements, et c'est l'objet du colloque, infâme. Ces gouvernements qui prennent, piller, ravager, détruire, ils ne vont pas quitter rien. Mais messieurs, nous ne pouvons pas prendre bœuf là. Pour nous soucier toutes les mêmes carcasses là, nous ne pas quitter. Eh bien, aujourd'hui, cette faillite effroyable, il y a une explication. Trop médiocre, trop nègre qui ne vaut rien, qui sortit avec un seul principe, ou philosophie, c'est chaque courant pour te gravier par. Mais on ne peut pas faire un pays avec une philosophie comme ça. C'est-à-dire que les gens là, la tente tout parle pour venir piller tout et puis il vire d'ol. Il pille, il vire d'ol, il ne va pas quitter rien dedans. Ça fait oui. Plusieurs fois ici. Messieurs, quel est le régime politique actuel? Pas d'institution. Qu'est-ce qui définit le statut du Premier ministre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le Premier ministre est à la fois le chapeau du président et du Premier ministre? Ça ne va pas exister aucun côté dans le monde, non, monsieur. Pour nous, à la fois président et Premier ministre. Maintenant, est-ce que le Premier ministre est coupable? Ça, c'est affaire de l'histoire qui a contribué à tout désosser. Mais ce qui est là, c'est le résultat du jovenalisme aussi. Parce que Jovenel, on n'a pas eu de cesse de lui dire, cessez de détruire toutes les institutions, vous allez laisser un pays sans référence. Pays avec Baptiste encore. Il est grand temps qu'il y ait un retour aux sources avec la jeunesse. La seule solution, et je le dis, je le redis, je le souligne, et je signe, la seule solution pour Haïti maintenant, c'est la jeunesse. Le secrétaire général de l'OEA a sorti une longue note récemment sur la situation en Haïti, note qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour aller encore plus loin dans ce dossier, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le professeur Joseph Harold Pierre, c'est un expert en économie et politique de l'Amérique latine. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir M. Klein, merci de l'invitation à Métro News. C'est un plaisir d'aborder cette question de la note du secrétaire général de l'OEA sur Haïti. Très bien. Bon, je vais commencer par, disons, la question à $1 million. Comment expliquez-vous que d'un côté, l'OEA dresse un bilan catastrophique de l'action de la communauté internationale en Haïti au cours de ces 20 dernières années, mais que dans le même temps, il déclare que les Haïtiens ne s'en sortiront pas seuls, ne s'en sortiront pas sans l'aide de précisément cette communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? En fait, je ne parlerai pas de contradiction, mais plutôt de paradoxe. C'est-à-dire, dans la nature, il y a des paradoxes et le paradoxe n'est pas nécessairement une contradiction. Ce que je crois, c'est que l'OEA a fait son mea culpa. C'est certain que la communauté internationale a échoué en Haïti. Et ce n'est pas seulement l'OEA, c'est toute la communauté internationale, comme l'a si bien décrit la note. Mais la communauté internationale a échoué dans presque toutes ses missions à travers le monde, spécialement à partir des années 1990. On peut énumérer, par exemple, quelques 12 missions de l'OEA et où toutes ces missions ont échoué. Et le cas des Nations Unies au Rwanda, au Soudan du Sud, au Sierra Leone, au Yémen, en Haïti, toutes ces missions ont échoué. Donc, je ne pense pas que ce soit, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et
à maintes reprises, dans plusieurs occasions, la communauté internationale a reconnu cet échec dans d'autres pays. Maintenant, l'OEA qui a fait cette déclaration, qui a fait sortir ce communiqué, on peut voir ça à plusieurs niveaux. Tout d'abord, à mon avis, c'est la suite de la position des Nations Unies lors des 2 réunions qui ont eu lieu sur Haïti, relatives à la continuité de la mission du BINU. D'accord. L'autre dimension qu'il faut voir, quand je dis qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a plutôt un paradoxe, c'est que c'est certain que Haïti ne pourra pas s'en sortir seul. On n'a pas la capacité technique, financière pour sortir de cette situation. Maintenant, la communauté internationale, on en a besoin. Le problème maintenant, c'est que pour que la communauté internationale aide Haïti à sortir de cette situation, il faudrait préalablement une réforme de la communauté internationale. Mais Haïti ne signifie pratiquement rien au niveau de l'échiquier mondial, de la géopolitique. On ne peut pas s'attendre à ce que cette communauté internationale, spécialement l'OEA, se réforme spécialement pour Haïti. C'est là la question épineuse. Comment cette organisation internationale, l'OEA, pourra aider Haïti à sortir de cette crise sans qu'il n'y ait préalablement une réforme de l'organisation régionale. Bon, mais il ne fait aucun doute qu'on ne pourra pas sortir sans l'aide internationale. Bon, vous parlez d'une réforme de l'OEA, mais est-ce qu'il ne serait pas plus important d'essayer de réformer ce qui se passe ici chez nous, commencer à balayer devant notre propre porte? Parce que finalement, quand on regarde le document de l'OEA, il n'apporte absolument aucun élément nouveau dans l'analyse de la situation. Pas plus qu'il n'apporte d'éléments nouveaux dans la série de solutions qu'ils ont proposées. C'est une série de oniques et faut que nous fassions ci, faut que nous fassions ça, mais jamais ils ne donnent le moyen d'y arriver. Oh oui, éliminer la sécurité, parfait, qui est-ce qui ne souhaite pas ça? Changer la gouvernance, bien sûr, qui est-ce qui ne souhaite? Réformer l'éducation, magnifique, là, il y a un petit coup de baguette magique, on va réformer l'éducation. Changer la Constitution, oui. Asseyez-vous pour discuter, parole, dialogue, etc. Tout ça, c'est du ressucé, comme disait une amie à moi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'approche de l'OEA? Qu'est-ce qu'ils apportent de concret? En fait, à mon avis, il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté serait que l'OEA, tout au moins, accepte son échec en Haïti. Mais la proposition de sortir de crise, de résolution de la situation d'Haïti n'a absolument rien de nouveau. Et la solution proposée est irréaliste. L'OEA, suivant l'OEA, il faudrait tout d'abord un dialogue qu'elle appelle institutionnalisé et inclusif. Oui. Deuxièmement, il faudrait des élections et enfin la sécurité. Pour moi, cet ordre n'a aucun sens. Il faudrait tout d'abord, ce dont on a besoin de la communauté internationale, c'est un support pour finir pour résoudre la crise de sécurité en Haïti. Voilà ce dont on a besoin de l'organisation internationale. Maintenant, la communauté internationale n'a aucun intérêt, à mon humble avis, d'aider Haïti à sortir de la crise sécuritaire. Parce que, quand on parle de la communauté internationale dans le contexte haïtien, il faut tout d'abord voir l'acteur principal, qui sont les États-Unis. Les États-Unis ont, au moment actuel, d'autres priorités, d'autres préoccupations. Le conflit Russie-Ukraine, les problèmes avec la Chine et d'autres pays de l'Amérique latine. Donc, Haïti n'est pas du tout une priorité de la communauté internationale. Toutefois, ce dont on a besoin de cette communauté internationale, c'est la résolution de la crise. Maintenant, si l'OEA et les États-Unis ne vont pas nous aider, ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver une solution à la situation. Une solution que j'appellerais haïtienne. Cependant, cette solution ne peut pas être de court terme. Cette solution ne sera pas immédiate.
la seule solution que j'entrevois à la crise haïtienne, c'est une solution à moyen terme ou qui passera par l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et cette émergence, son embryon, c'est un groupe de jeunes fougueux qui investit les médias, qui se montrent socialement engagés. Donc voilà l'embryon que je vois pour l'émergence de cette nouvelle classe politique en Haïti. Mais à part de cela, la classe politique actuelle ne pourra résoudre le problème et la communauté internationale ne va pas nous aider. Ma solution, en fait, n'est pas du tout parfaite parce qu'au moment actuel, dans l'immédiat, le problème de la sécurité devrait avoir une réponse immédiate. Or, la police ne peut pas résoudre la question parce qu'on n'a pas la volonté politique. Les acteurs politiques ont affaibli la police au cours des 20 dernières années et la communauté internationale, spécialement les missions des Nations Unies, ont aussi affaibli la police et ont échoué dans leur mission d'accompagner la police et d'accompagner la justice haïtienne. Bon, je suis content de vous entendre dire, signaler l'absence de volonté politique de sortie de crise. Il est évident que la chose la plus difficile à réaliser aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue. Parce que, il est évident que pour dialoguer, il faut être au moins deux, et il y en a toujours un des deux qui rechigne à le faire. Quant à l'absence de volonté, ça me paraît aussi évident. L'OEA a signalé aussi le fait qu'il n'y aurait aucune chance de sortir de cette crise tant que l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse n'aurait pas été résolue. Ça me paraît en effet quelque chose d'important. Et là encore, il y a une absence de volonté politique de résoudre cette question qui est tout à fait manifeste. Maintenant, pour terminer, professeur Pierre, est-ce qu'au bout du compte, à l'ultime bout du compte, cette déclaration de l'OEA, dont on peut d'ailleurs se demander pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant, quel a été le mobile qui est l'étincelle qui a décidé l'OEA tout d'un coup à s'intéresser à Haïti au point d'écrire une tartine sur Haïti. Mais est-ce qu'au bout du compte, cette déclaration de l'OEA n'est pas un prélude à une demande de mise sous tutelle d'Haïti, comme certains observateurs l'ont d'ailleurs déjà fait remarquer? Pour moi, pas du tout, je pense tout à fait le contraire. Et la communauté internationale interviendrait en Haïti si jamais elle avait des intérêts dans le pays. Actuellement, la communauté internationale n'a aucun intérêt en Haïti. Intervenir en Haïti impliquerait un coût élevé, un coût financier élevé et aussi un coût en ressources humaines élevé. Et je ne pense pas que la communauté internationale veuille consentir à ce que j'appellerais à ce sacrifice. Donc je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt cette volonté. Ce qu'il faut voir dans cette déclaration, c'est que la communauté internationale, tout au moins, a fait un mea culpa, rien de plus. Et ceci s'inscrit dans la déclaration des Nations Unies il y a un mois, lors des discussions relatives à la continuité au renouvellement du mandat du BINU. Oui. C'est ce qu'il faudrait voir. Mais je ne pense pas du tout, je ne crois pas que ce soit un prétexte, ou du moins une justification pour intervenir en Haïti. Et les États-Unis ont d'autres priorités pour l'instant. Oui, non, c'est une évidence. Les États-Unis ont d'autres chats à fouetter, en particulier, comme vous le dites, il y a le dossier russo-ukrainien, il y a les relations avec la Chine qui se détériorent de jour en jour, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan n'a pas aidé à calmer les choses non plus, c'est une évidence, mais je ne sais pas, moi je continue de me demander pourquoi maintenant.
pourquoi est-ce que tout d'un coup l'OEA donne le sentiment de s'intéresser en Haïti en faisant une espèce de mea culpa? Je ne suis pas sûr que ce soit un mea culpa de la part de l'OEA, parce qu'il se situe, me semble-t-il, un peu à part de ce qu'ils appellent la communauté internationale. Et c'est sûr qu'il y a des demandes réitérées pour les Haïtiens qu'ils prennent leur sort en main. Il faut voir deux choses. Tout d'abord, la position le document émane du secrétariat général. L'OEA a 3 organes, il y a l'Assemblée générale, le Conseil permanent et le secrétariat général. Le secrétaire général ne fait que mettre en application les politiques dictées ou proposées par les deux autres organes, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil permanent. C'est ça. Donc, cette déclaration, je dis, engage l'OEA, mais du point de vue institutionnel, elle est assez faible. Ça, c'est un. Ensuite, il faut toujours inscrire cette déclaration dans la continuité des 2 rencontres qui ont eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à Haïti. Ouais. Il y a des déclarations qui ont été faites, c'était vraiment de la nouveauté. Par exemple, que la France ait déclaré que les élections auront lieu ou doivent avoir lieu en Haïti quand les conditions de sécurité se réunissent. Oui. Donc ça, c'est une déclaration nouvelle de la part de la France. Je pense que l'OEA quelque part, a toujours suivi, a toujours emboîté le pas des Nations Unies. On peut se rappeler le retour d'Haïti en 1994. Donc ça a toujours été comme ça. L'OEA ne fait que suivre les Nations Unies. Et pourquoi maintenant? Eh bien, parce qu'on a eu tout d'abord les déclarations des Nations Unies, et deuxièmement, Almagro a des aspirations politiques en Uruguay, qui est son pays. Peut-être qu'il veut se porter candidat. Et maintenant, l'Amérique latine est en train de faire un virement à gauche. Et on a toujours vu l'OEA, il ne fait aucun doute que l'OEA, c'est un organe, quelque part, des États-Unis, du gouvernement américain. D'ailleurs, plus de 50% du budget financé par le gouvernement américain, ça dit beaucoup. Et maintenant, l'Uruguay, le pays de Mujica, qui est un pays de gauche, eh bien, probablement, cette déclaration n'est autre qu'une politique, qu'une stratégie d'Almagro pour attirer la sympathie des électeurs uruguayens. C'est bien possible que ce soit ça. Donc, on peut lire le texte ou le communiqué sous cet angle aussi. Très bien, oui, cet éclairage est intéressant. En effet, je ne connaissais pas les prétentions du secrétaire général, ses prétentions politiques, mais ça paraît en effet tout à fait intéressant. Écoutez, professeur Joseph Harold Pierre, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Nous allons devoir conclure. Qu'est-ce qui pourrait changer, disons, dans les jours ou les semaines qui viennent en Haïti, compte tenu de cette déclaration de l'OEA? Est-ce que ça peut avoir un impact quelconque sur la vie politique, sociale et économique dans l'Haïti d'aujourd'hui? Je ne crois pas du tout, pour 2 raisons. Tout d'abord, l'OEA est un acteur mineur de la communauté internationale en Haïti, du corps groupe par exemple, c'est un acteur mineur à tout point de vue. Et ça, c'est un. Deuxièmement, cette déclaration de l'OEA, c'est pas la position américaine par rapport à l'Amérique latine, c'est une deuxième explication. Donc, ceci dit, l'OEA étant un membre faible, ne peut avoir d'impact sur la communauté internationale. Et indirectement sur Haïti. Maintenant,
Haïti, l'État haïtien ou les acteurs haïtiens pourraient profiter de cette déclaration si réellement on avait des structures politiques. Si l'État haïtien existait, moi j'ai toujours dit que l'État n'existe pas parce qu'on n'a pas de sécurité, on n'a pas de politique publique, on n'a pas de souveraineté, donc l'État haïtien n'existe pas. Si l'État existait, on pourrait profiter de cette déclaration pour renforcer par exemple le conseil électoral provisoire qui devrait être permanent depuis plus de 30 ans. Ouais. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, on pourrait utiliser ce communiqué, cette déclaration, pour empêcher toute intromission, toute mémise de la communauté internationale sur les élections en Haïti, comme c'était le cas, par exemple, en 2011. Voilà comment cette déclaration pourrait nous servir. Mais malheureusement, pour cela, il faudrait un État. Par exemple, dans les élections, il faudrait des partis politiques. Mais la communauté internationale, spécialement les États-Unis, savent très clairement qu'il n'y a pas d'acteurs politiques en Haïti. Donc, en ce sens, la déclaration ne servirait absolument rien à Haïti. Oui, c'est hélas le sentiment que beaucoup de gens ont. Comme nous l'avons dit, pas de proposition nouvelle, une simple déclaration d'état des lieux que tout le monde connaît et que personne ne conteste. En effet, un coup d'épée dans l'eau, un gros coup d'épée dans l'eau, semble-t-il, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, infiniment, professeur Pierre, de vous être rendu disponible pour nous et de nous apporter votre éclairage sur cette déclaration fracassante de l'OEA, mais c'était plutôt un pétard mouillé qu'une grosse bombe. Merci, M. Klein, c'est tout un plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que Haïti devrait toujours lutter pour la sécurité, pour résoudre la question de l'insécurité. Voilà l'aide qu'il faut demander à la communauté internationale et je dirais même se passer de cette déclaration de l'OEA, tout au moins au moment présent. C'est une évidence. Merci encore de le préciser. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Voilà, c'était le professeur Joseph Harold Pierre, qui est un expert à la fois en économie et en politique de l'Amérique latine, qui nous donnait son sentiment sur l'impact que pourrait avoir sur la politique interne d'Haïti la fameuse déclaration de l'OEA, longue et qui aurait dû faire beaucoup de bruit, mais qui malheureusement n'a fait qu'un petit pouf, semble-t-il. On va suivre et voir ce que ça va donner. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine, même heure, même chaîne.